Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Tu sais jamais sur quoi on va tomber, mais tu vas sortir un flingue ou n'importe quoi. C'est la société d'aujourd'hui. La réalité des chiffres, c'est que l'ensemble des violences dans notre pays contre les biens et les personnes progresse à 2 chiffres en 2022. Les blessures par balle, il y en a pratiquement tous les jours. Notre sécurité dans ce pays est de plus en plus en péril. On a forcément l'impression qu'une journée en France, ça rime avec violence. Il y a un climat d'insécurité qui est exceptionnel. Il faut qu'il y ait une répression judiciaire qui soit extraordinaire. Il y a un risque qui nous guette, c'est le risque de l'accoutumance. Déclaration après déclaration, on considère que l'indignation puisse suffire et qu'on passe à autre chose et au prochain fait divers. La capacité de rétablir l'ordre, elle vient de l'autorité. L'autorité, elle vient de la constance. On n'a pas besoin d'emphase, on n'a pas besoin de grands discours. Il faut de la constance. Et donc ces dernières semaines, on ne compte plus les agressions violentes, les fusillades, les règlements de compte qui ont marqué l'actualité. Face à cette vague de violence, la population est en émoi et les autorités, c'est compliqué pour eux. Et on se pose cette question. Est-ce que notre système judiciaire est défaillant? Est-ce qu'il est à la hauteur, Philippe? Oui, absolument. C'est si l'on prend un exemple. Tiens, Bretigny, devant un hypermarché. 2 personnes font des roues arrière à moto. Un policier de l'IGPN en civil leur demande de se calmer. Il se fait tabasser devant tout le monde. Les gens sont venus lui porter secours. Que serait-il arrivé si les gens n'étaient pas venus? Mais un des 2 agresseurs, 17 ans, est aujourd'hui en liberté. Alors, ça pose question. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la justice est à la hauteur de la situation alors que la France est de plus en plus confrontée à la violence? On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et la réponse à cette question sur notre compte Twitter est formelle, c'est un non à 97%. On va en parler avec Loïc Guérin, avocat pénaliste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Philippe Bilger, sur cette question qui est volontairement un peu cash, sur cette justice et à la hauteur de cette situation, on a de quoi se poser des questions. Absolument, Cécile. Si je peux faire preuve d'un peu d'ironie, mais très tendre, j'avais l'impression d'avoir quitté Pascal Praud ce matin, mais je le retrouve donc dans les vraies voies. Mais la question est tout à fait pertinente. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous l'ayez placé dans le domaine de la justice. Il y a, je crois, en effet, des phénomènes de violence, et notamment depuis quelque temps, qui permettent de dire qu'on est carrément dans un ensauvagement. La police fait ce qu'elle peut, on arrête des gens, les violences deviennent plus graves, plus imprévisibles, et j'ose dire qu'en général, lorsqu'il y a des déferments devant la justice, eh bien, j'ose espérer que les peines sont à la hauteur des transgressions commises. Je ne suis pas derrière chaque magistrat. Et là, vous évoquez, Philippe, une situation où quelqu'un de 17 ans a été remis en liberté. Ça m'étonne en soi, mais est-ce qu'on peut réellement parler d'une procédure sans la connaître? Et donc, j'attends avec impatience ce que dira Maître Guérin. Ce matin, on avait sur un plateau de CNews un représentant policier. Et moi, il me semble quand même, puisque pour rester juste sur la justice, parce qu'évidemment, vous avez d'énormes problèmes. Pourquoi vous avez tellement de gamins ou de jeunes qui semblent ne pas savoir, si vous voulez, n'avoir aucune empathie pour leur prochain? Pourquoi? Non, mais c'est quand même grave. Autant de gens qui ne savent pas la différence entre le bien et le mal à des âges avancés, c'est quand même un problème. Donc ça, j'ai pas la réponse. Il y a la question de la police, bon, mais là vous parlez de la justice. Il est clair, si vous voulez, qu'on a un problème particulier spécifique avec la justice des mineurs, et notamment, comme le disait ce policier, avec les mineurs isolés. Si vous voulez, tant que notre législation permettra à des gens, si vous voulez, d'arriver sur le territoire de plein droit parce qu'ils sont mineurs, je veux dire, tant que ce sera comme ça, eh bien, nous allons avoir le même problème, puisqu'après, on ne peut pas les juger quasiment. On peut les juger, mais vous savez bien dans quelles conditions. Donc, moi, je repose la question pour notre futur débat à Philippe. Est-ce que, quand même, il ne faut pas reparler de cette affaire de majorité pénale? Vrai sujet, on va l'évoquer. C'est toujours difficile, à l'aune d'une actualité, de faire le procès quasiment de l'ensemble de l'institution judiciaire. Si nous prenons la séquence des émeutes urbaines, tout le monde dit que la réponse judiciaire a été rapide, ferme, avec des comparutions immédiates, avec des peines d'emprisonnement, avec une réactivité, avec une mobilisation d'ailleurs pour faire ce travail-là. Première chose. Deuxième chose, je regrette que là il s'agit d'un jeune qui avait commencé une carrière, pas une carrière, mais qui était recruté
recrutés dans Alors, l'armée. non, c'est pas le même. Parce qu'ils C'est pas le étaient même. deux. Il y en a un qui était militaire dans un régiment Oui. basé dans l'Est de la France et l'autre avait 17 ans. Et les caméras de vidéosurveillance D'accord. trouvent que c'est lui qui est revenu Mais mettre des coups de pied ce dans la que- tête aux d'accord, policiers qui d'accord. étaient par Ce terre. que Le je militaire, regrette c'est dans encore des... pire. Bon, ce qui bien sûr défraie la chronique aujourd'hui, c'est que l'un est déféré et l'autre non. J'aimerais bien dans ces moments-là, je ne sais pas si c'est possible, que l'institution judiciaire puisse davantage communiquer pour... Il y a bien des attendus à cette décision. Elle ne se prend pas d'un claquement de doigts. Parfois, l'institution judiciaire serait bien inspirée de donner des éléments pour que le débat ne parte pas n'importe où. Loïc Guérin, avocat pénaliste, vous avez 3 avis. Trois avis et un millier de choses à dire, donc Des on va être choses. très synthétique parce que c'est un sujet qui est intéressant, qui est plus sociologique à mon sens que judiciaire pour être franc. Mais sur le terrain judiciaire, puisque je ne peux parler que de ce que je connais un tout petit peu, réponse à votre question, oui, le ministère public peut communiquer sur une affaire. Il a d'ailleurs la disponibilité du code de procédure pénale pour ce faire. Il doit le faire avec raison, c'est-à-dire uniquement pour informer dans des cas où effectivement l'ordre public, le trouble à l'ordre public est tel qu'il faut donner quelques explications. Difficulté, c'est que parfois, quand on est en défense, on n'apprécie pas toujours ce que dit le ministère public parce qu'il anticipe un peu à charge sur un dossier où, en réalité, l'étude du dossier montre que c'est pas toujours aussi simple que dit. Donc c'est très compliqué. Vous le disiez très justement tout à l'heure, chaque dossier est unique et tirer des généralités d'un dossier est par définition une erreur commune, compréhensible, mais une erreur néanmoins. Sur l'ensauvagement, et je vous ai répondu volontairement un peu vivement, mais un teasing et demi. Ben oui. Sur l'ensauvagement. Teasing 3 J'ai quarts, bien allez-y. compris. Oui, ça se décline. Mais j'ai quand même mis une croix à côté de votre nom. Hein. Mais je sais pas bon, ça les croit, non? Zut, terminé. Alors avant que je ne sois complètement terminé, j'en finis. En l'occurrence, ce que vous avez, c'est qu'il y a un phénomène nouveau, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Internet, la possibilité de filmer tout et n'importe quoi, et surtout d'ailleurs n'importe quoi, et de le mettre en ligne et d'avoir des milliers de clics, de vues, d'approbations. Ça, c'est aussi un phénomène qui est trompeur, parce que c'est une loupe qu'on met sur un événement, et on a l'impression de l'avoir vu 1 million de fois. Sous d'autres angles, d'autres vidéos. Ça crée en plus des réactions populaires, parfois légitimes dans l'instant, mais qui en réalité sont déconnectées des réalités objectives du dossier. On l'a vu avec l'histoire récente. Et ça démultiplie d'une certaine manière, de manière artificielle, un événement qui, il y a 20, 30 ans, serait passé dans 3 lignes dans un journal sans créer un émoi particulier. Donc c'est très trompeur. L'appréciation qu'on peut avoir en tant que citoyen, auditeur et autres, et même parfois professionnel, est trompé par ce prisme-là. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Mais elle compte quand Les même. elle statistiques compte, sont oui, quand même un peu accablantes. Hein. Philippe, Alors, Philippe. réflexion très fine, mettre sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle ne montre pas d'abord le fait qu'on n'a plus peur de l'autorité, et deuxième élément, quelque chose de plus pervers encore, c'est que le transgresseur lui-même ne se confronte qu'à lui-même. Et je veux dire, c'est tout de même assez symptomatique que tel ou tel qui commet le pire se montre et se diffuse. C'est tout de même quelque chose qui dépasse très largement le problème de la répression. Il y a quelque chose qui montre qu'une société se contemple dans l'horreur qu'elle crée. C'est de même. Là, ça appellerait 2 heures, ma chère Cécile. Pardon, mais il me semble que ce que vous disiez, c'est que comme on le voit sur les réseaux sociaux, on a l'impression, là vous parliez plutôt du public que du type qui le met dedans. C'est-à-dire, vous disiez, le fait qu'on le voit et qu'on en parle, la médiatisation qui a lieu à travers ça, fait qu'on a l'impression qu'il y en a tout le temps et partout. Sauf que, pardon, il y en a un peu tout le temps et partout. C'est ça le problème. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Là aussi, quelqu'un disait, un homme politique bien connu, disait les statistiques, je n'y crois que quand je les fraude ou je les manipule moi-même. C'était Churchill. Et à chaque fois, on hésite entre Staline et Churchill, mais je pense que vous avez raison, c'est C'était Churchill. Voilà. Il y en a peut-être un troisième. Et en matière de fraude, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et on en a parlé deux tout à l'heure, qui, à mon avis, sont pas trop mal là-dedans. Mais en l'occurrence, vous avez raison et tort à la fois. Les statistiques en matière de violence grave, c'est-à-dire meurtre, homicide, sont stables. D'ailleurs, avant l'émission aujourd'hui, je me suis... Laissez-moi juste finir. Pardon. Oui, mais... Je pense que c'est pas inintéressant qu'on ait ces éléments-là. Après, vous êtes d'accord, pas d'accord, on peut en débattre. Mais ces éléments-là sont objectifs. Il n'y a pas plus de meurtres aujourd'hui qu'il n'y en a eu pendant les 20 dernières années. C'est-à-dire qu'en moyenne, on est toujours sur les mêmes chiffres. On a même eu une baisse radicale des violences ultimes, c'est-à-dire homicides et meurtres, depuis 40-50 ans de manière à peu près constante. Il y a eu une exception dans les années 80 avec la crise économique qui a fait remonter les chiffres. Donc là-dessus, au moins, sur ce qui est, puisqu'on parle des actes mortels, Kalachnikov et autres. Donc quand on mélange, il faut commencer à trier avant de savoir. Donc ce qui est le plus grave,
est stable. La violence que vous évoquez, et vous avez raison de l'évoquer, parce que là, pour le coup, les statistiques sont moins bonnes. Je les ai pas regardées, j'ai pas eu le temps. Alors, je vous donne 2 chiffres. En 88, 40 000 agressions par an, 300 000 en 2023 pour le moment sur la tendance, hein, c'est-à-dire une progression de 750% en 35 ans. Et quand quelqu'un est roué de coups, c'est une violence grave. On ne peut pas réserver le terme violence grave au meurtre. Quand quelqu'un se fait rouer de coups, tabasser, etc., c'est une violence immensément grave. Alors vous mettez tous les qualificatifs que vous voulez, mais vous avez bien compris que juridiquement et judiciairement, ce ne sont pas les mêmes actes. Prendre une Kalachnikov et tuer quelqu'un n'est quand même pas la même chose que se battre en sortie de bar. Bon. Ou dans une allée ou autre. Ce ne sont pas les mêmes faits. Je vous parle de passage à tabac. Oui, ça reste un délit. Donc juridiquement, de toute façon, c'est pas la même chose. Donc le traitement judiciaire n'est pas le même, la procédure n'est pas la même, et le traitement sociologique n'est par définition pas le même. C'est logique. Sur ces violences-là, qui sont un cran en dessous, elles ont effectivement largement augmenté, mais elles amènent plus à une réflexion sociologique, de manque d'éducation, de zones hors contrôle depuis 20 ou 30 ans, il n'y a rien de nouveau. Chacun capitalise à droite ou à gauche. Oui, moi je suis parfaitement neutre politiquement, je m'en moque. Je constate juste que c'est capitalisé des deux côtés, dans un sens ou dans l'autre. Le Guérin, par rapport à ce que dit Elisabeth Lévy, parce que parfois la frontière est quand même très mince. Oui, parce que laisser quelqu'un sur le carreau dont la vie est bousillée à vie, presque mort, et voilà, on est quand même proche... C'est plus un crime qu'un délit. Ça restera un délit. Hein. Oui, mais quand on tabasse quelqu'un à mort... Et c'est là où c'est peut-être injuste, en fait. Vous pouvez risquer jusqu'à 10 ans avec les causes d'aggravation pour un délit. Donc vous voyez qu'on n'est pas en train de parler d'une petite peine. Ce qu'on essaye de vous dire, c'est que pour les citoyens, ce qui relève de l'ensauvagement, ça n'est pas seulement les meurtres de trafiquants de drogue ou de gens qui se tuent entre eux dans des affaires criminelles, ce sont des gens qui ont perdu absolument tout sur moi, toute empathie, et qui peuvent se livrer à des passages à tabac qu'on n'avait pas l'habitude quand même de voir avec autant de force. Et ce sont des mineurs. Et là vous dites, c'est sociologique la question, ce sont souvent des mineurs. Souvent, pardon, mais on les suit quand même beaucoup. Mais pardon, j'ai une question. Vous dites, c'est pas une question pour la justice, mais si la France entière attend jour après jour que la justice fasse quelque chose. Alors je pense humblement que... Rapidement avec Philippe Bilger. Oui. Mais là où je rejoins totalement Maître Guérin, je crois que là, le partage que vous avez fait, il est légitime. Mais au fond, c'est moins dans les chiffres même que l'effroi existe, que dans, et vous l'avez dit, que dans les nouvelles modalités dont ces transgressions, crimes ou délits sont commis. Parce que c'est le caractère d'imprévisibilité, de gratuité, une violence purement sadique qui n'est jamais justifiée ou de moins en moins par des motifs utilitaires. Non pas que les crimes d'antan, il fallait les louer, mais il y avait au moins quelque chose de rationnel parfois dans la malfaisance. Et qui est visible, puisque aujourd'hui on diffuse les caméras, les trucs, donc ça exacerbe, j'imagine. 0826 300 300 avec Marie-Christine qui nous appelle d'Eure-et-Loire. Oui, bonjour. Rebonjour Marie-Christine, une réaction. Oh, mais je suis outrée de la façon dont la justice, le laxisme de la justice est invraisemblable. Alors, il y a 2 poids 2 mesures, parce qu'on est laxiste avec les voyous, bon, c'est le lieu commun ce que je vais dire, et avec les policiers, alors là, c'est une rigueur absolue, on les colle en tôle, voilà. Mais c'est hallucinant. Le monde est fou. Le monde est devenu fou. Restez avec nous, Marie-Christine, juste avant de prendre Je respecte votre ressenti qui doit être nourri aussi par des affaires très médiatisées, mais le retour, bien sûr, et qui sont des épreuves et qui nous marquent, bien sûr, mais le retour aux faits montre qu'il y a énormément de décisions judiciaires, qu'elles sont pour la. J'avais suivi ça sur pas un observatoire, mais sur un suivi de la décision judiciaire, de plus en plus de peines et avec de lourdes peines. Donc je ne pense pas que notre justice soit laxiste, qu'il puisse y avoir parce qu'on n'en voit pas la fin tout de suite, c'est pour ça. Qu'il puisse y avoir des dysfonctionnements et des fois des décisions qui nous choquent, oui, mais ça n'est pas systémique. Allez, 0826 300 300, Philippe de Fontainebleau. Bonsoir Philippe. Bonsoir les vraies voix. Je vais faire vite parce qu'il y a du monde. Bonsoir à désolé de vous déranger. Allez-y. Je reconnais bien l'humour de Monsieur D'Artigol. Merci. Bon,
C'est la gauche aimable. Ouais, bah justement, c'est la gauche aimable. Mais je l'aime bien, celle-là. Ouais. Celle-là, je l'aime bien. Ils sont gentils. Alors pour moi, vous, allez-y, je vous ai aidé. Moi, je vais intervenir parce que sur le sujet, je suis pas avocat pénaliste et moi, je suis juste en tant que citoyen. Et moi, je pense que j'en ai marre, en fait. Il faut juste se rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. J'ai entendu tout à l'heure à Nice une dame de 55 ans, évidemment, parce qu'il y a un mec qui a décidé de l'agresser. Mais vous vous rendez compte? Alors maintenant, j'ai bien entendu l'avocat pénaliste. Si c'est juridique et c'est un délit, dans ce cas-là, que fait le législateur? Que font les gens pour qui moi j'ai entre guillemets voté, parce que déjà ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui j'ai pas voté pour eux, mais que fait le législateur? Quand est-ce qu'on va s'occuper des honnêtes citoyens qui eux respectent la loi, qui demandent qu'à vivre en paix et qu'on les protège de tous ces gens-là, de tous ces délinquants? Parce que moi, quelqu'un qui agresse quelqu'un comme ça en sortant de son magasin, ou une dame qui a rien demandé, pour qu'elle sait même pas pourquoi s'est fait agresser, qui risque de mourir, je suis désolé, hein. C'est pas une agression, c'est pas une rixe, hein. C'est presque une tentative de meurtre. Donc, maintenant, faut arrêter. Hein. C'est sûr que... Mais que le législateur prenne... Il faut qu'on soit protégé. Parce que là, notre pays, moi, franchement, je ne connais plus la France. Franchement, il faut juste se rendre compte. Moi, je travaille sur l'île de France. Il faut juste se rendre compte de ce qu'il fait aujourd'hui. On veut plus être prof, on veut plus être policier, on peut être pompier, on peut être médecin. Où est-ce qu'on va? Quand est-ce qu'on va protéger la France de tous ces gens qui nous polluent? Ce ne sont pas des voyous, ce sont des délinquants. Des meurtriers. Philippe, on va faire réagir Loïc Guérin. Juste parce qu'il nous reste 30 secondes, Loïc Guérin. Alors, je vais résumer. En clair, il n'y a pas besoin de légiférer, tout ça est déjà dans le texte. Il faut arrêter, il faut que les politiques nous fichent la paix avec les textes. Ils produisent du texte, ils ont l'impression d'avoir fait le boulot. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut arrêter de se droguer au texte, aux modifications du code qui devient illisible. On légifère aux faits divers. Ça sert à rien. Ce qui sert en revanche, c'est de budgétiser un peu mieux. On a une justice à la hauteur des services publics nantis. Ce qui n'est pas le cas. On a une justice de tiers-monde. Pardon, le terme est probablement plus politiquement correct, mais on a une justice de tiers-monde. Donc on a un résultat de tiers-monde. Voilà, il y a quand même un problème spécifique de la loi. Vous m'avez pas répondu, mais les mineurs, ça pose un problème. La sanction des mineurs, on n'arrive pas à le faire. Allez, ce sera l'objet d'un autre débat. Vous restez avec nous. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Marie-Christine. Vous restez avec nous dans quelques instants avec Loïc Guérin, avocat pénaliste. Et il va peut-être rester avec nous. Dans un instant, on joue, on révise ce qu'ont dit les politiques parce qu'ils en disent beaucoup. Et on revient dans un instant plus détendu. Baïonnet d'Artigol.